J'ai le grand plaisir d'accueillir Sandrine Peltré, cofondatrice et directrice générale de Clinat. D'abord salariée, elle devient entrepreneur grâce aux recommandations de femmes dirigeantes et se lance le défi de faire du bien à la planète et aux hommes grâce à l'entrepreneuriat social et solidaire. Une très belle aventure professionnelle. La devise de Sandrine, quand on veut, on peut. Avec comment tes associés et toi, avez-vous eu l'idée de recycler des produits aussi courants que les mégots de cigarettes et les chewing-gums? Alors, le début de l'histoire vient d'un de mes associés qui s'appelle Erwin. En fait, il est parti dans des pays européens, et notamment à Vienne. Et en fait, à Vienne, en se baladant, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas trop de mégots par terre et qu'il y avait surtout plein de cendriers à disposition des touristes et des citoyens. Et il est revenu avec cette image en tête, en se rendant compte qu'en France, il y avait plein de mégots par terre et très peu de cendriers. Et vu qu'on avait une grosse sensibilité sur l'environnement et le social, il a vite essayé de mixer un peu tout ça en se disant peut-être qu'il y a quelque chose à faire, personne ne s'occupe des mégots, on va y aller. Et puis, il a appelé Édouard et moi pour nos casquettes de commerciaux, d'entrepreneuriat et de développement. Et on s'est lancé dans l'aventure tous les trois. Et lorsque vous vous êtes lancés tous les trois de cette aventure, tu m'as dit qu'il y avait une inspiration originale qui t'avait particulièrement marqué, l'échec. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, c'est vrai que c'est pas très commun de parler de l'échec et te dire que ça m'a inspirée. Mais en fait, ça m'inspire beaucoup parce que je me rends compte qu'on est plusieurs à monter des entreprises, qu'on est plusieurs à partir sur la grande aventure. Et en général, on montre souvent les grandes réussites, les grandes start-up, les grosses entreprises. Sauf que pour en arriver là, il faut aussi avoir des déconvenues, des échecs. Il arrive toujours des problèmes de toute façon dans une entreprise. Ça peut être un recrutement, ça peut être un dossier administratif, et dossiers qu'on en a, des dossiers administratifs. Et en fait, je suis allée à des événements où on parlait beaucoup d'échecs et je m'en suis beaucoup inspirée en me disant, ils sont passés par là, ils ont été capables de rebondir, ils ont été capables de dépasser ce qui leur arrivait. Je vais m'en inspirer. Déjà, je vais apprendre de leurs erreurs pour essayer de les éviter. Et puis, en fait, je vais me dire aussi qu'on va dépasser ça, on va y arriver. Donc, c'était une grosse inspiration pour moi. Et donc, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais plusieurs associés, vous êtes trois, je crois. C'est ça. Et vous avez fait le choix de vous associer à trois. Et pourtant, en France, on a quand même régulièrement cette interrogation, faut-il m'associer? Quelle est ta réponse à ça? Oui, c'est vrai que l'association, c'est soit oui, soit non. Parce qu'on sait très bien que toute une entreprise repose sur les associés et la direction. Le plus gros avantage d'être plusieurs, c'est justement de un peu diviser une charge mentale, de diviser du temps, de diviser des responsabilités. Moi, je sais qu'aujourd'hui, Erwin et Édouard, c'est mes deux personnes les plus complémentaires. On est complètement différents, mais en même temps, ça semble si bien. Et qu'aujourd'hui, avec les périodes de la vie qu'on a eues, tous les trois, je ne pourrais pas être dirigeante aujourd'hui, je ne pourrais pas être à la place que je suis aujourd'hui, je ne pourrais être pas sur ce plateau aujourd'hui si je n'étais pas associée à ces deux personnes-là qui me soutiennent, qui m'épaulent, et j'espère leur apporter tout autant. Mais pour moi, c'est indispensable, surtout dans un monde où aujourd'hui, on a quand même besoin d'avoir un peu un temps perso pour se dire qu'on profite de notre entourage qui est si important. Et d'être associé, ça permet aussi un peu plus d'avoir ce temps-là. Et vous avez choisi le principe de l'économie sociale et solidaire. Comment ça se traduit concrètement? Alors nous, ça se traduit par deux piliers, environnement et social. On avait un gros enjeu, c'était de trouver des solutions qui étaient pérennes pour l'environnement, donc notamment le nettoyage des rues, c'est-à-dire ne plus, faire en sorte du moins que les gens arrêtent de jeter les déchets par terre. Ça, c'est le premier objectif. De dire que on se lève tous les matins, parce qu'on a une raison d'être, on crée de l'emploi pour avoir une solution pour la planète. Donc ça, c'était notre premier enjeu, environnement. Social, on s'est dit, il n'y a pas que l'environnement. Des métiers comme les nôtres, ou dans le futur, ou dans ce qu'on veut créer, nous, comme image ou comme prospérité, entre guillemets, de notre entreprise, c'est d'avoir un volet social, c'est-à-dire de se dire, il y a des métiers qu'on peut sûrement créer pour des personnes qui en sont éloignées. Qui en sont éloignées parce qu'ils n'ont pas beaucoup de diplômes, qui en sont éloignés parce qu'ils ont été pendant longtemps hors du marché de l'emploi, ou des personnes en situation de handicap. Et
on a associé vraiment ces deux piliers-là qui répondaient complètement à l'économie sociale et solidaire en se disant on va créer des personnes, créer plutôt des emplois, pas des personnes, on va créer des emplois pour toutes ces personnes-là et on va aller dans une dynamique d'entreprise où on va continuer à former des personnes pour peut-être créer de nouvelles vocations, créer de nouveaux métiers. Et surtout, on travaille beaucoup aussi avec des structures de l'économie sociale et solidaire et des structures d'insertion et du handicap qui nous tient extrêmement à cœur aujourd'hui. D'accord. Et quand tu pourrais me rappeler rapidement le chiffre de la pollution pour les chewing-gums, pour les marques, pour les mégots de cigarettes, parce que j'ai du mal à me rendre compte. Avec grand plaisir. Un mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau. Donc, c'est-à-dire qu'un mégot a plus de 2500 composés toxiques. Quand il est dans l'eau ou sur les sols, ces composés toxiques se déversent dans l'environnement où il est. Donc, grosse toxicité, gros enjeux environnementaux. Le masque, à part la petite barrette que vous avez, pour serrer au niveau du nez, c'est que du polypropylène, c'est que du plastique. Donc en fait, quand on jette un masque par terre, c'est des matières plastiques qui se déversent dans l'environnement. Le chewing-gum, là aussi, on est sur quelque chose de bien. On a du plastique, on a du pétrole, on a énormément de composés chimiques. Et il met des dizaines d'années, voire des centaines d'années en fonction de sa constitution à se dégrader, donc en polluant, en se dégradant. D'accord. Et que tu me permettrais une question que beaucoup se posent. Est-ce que l'économie sociale et solidaire peut être rentable? C'est une excellente question. Beaucoup de personnes pensent qu'on arrive dans l'ESS et soit c'est parce que c'est quelque chose qui est bien pour la ville, la planète, pour le bien commun en fin de compte, qu'on n'est pas rentable, c'est-à-dire qu'on va vivre de subventions, personne ne va vouloir acheter nos solutions. Donc c'est vrai qu'on a cette image où l'économie sociale et solidaire, c'est un peu des associations et ça ne va pas plus loin. Alors qu'en fait, pas du tout. On est des structures. Alors bien sûr, on a des règles de l'économie sociale et solidaire. On fait très attention au social, à l'environnement, à l'encadrement des loyers, à l'égalité homme-femme, etc., etc. Mais on est en fin de compte des entreprises comme les autres, où on peut vendre des solutions. Nous, aujourd'hui, nos solutions, on vend les actions de sensibilisation, le mobilier urbain, le recyclage. On a un modèle économique comme une entreprise. Ça, c'est super important. Et la deuxième partie, c'est que oui, on est rentable et c'est bien d'aller là-dedans parce que c'est l'avenir. Aujourd'hui, on a besoin de protéger notre planète. Il y a de plus en plus de déchets. On le voit à travers toutes les émissions, à travers toutes les vidéos qui passent un peu partout. C'est un enjeu qui est colossal. Il y a de la place pour tout le monde et il y a de la place en plus pour être rentable. Donc il faut y aller. Et d'ailleurs, me poser aussi une question. Que faites-vous de vos déchets? Oui, alors c'est vrai, c'est une bonne question aussi. En fait, nos mégots, notamment, ou nos masques, on en fait des plaques de plastique pour imprimer un message de sensibilisation. Donc, on vient indiquer, en fait, quelle est la pollution du mégot de cigarette ou du masque ou du chewing-gum sur la planète. On pourrait en faire des tables, des pédales de vélo, on pourrait absolument tout en faire. Aujourd'hui, on se refuse parce que si on crée un objet et que cet objet-là, en fin de compte, on n'a pas de filière de recyclage, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où finit l'objet, ce qu'on aura juste réussi à faire, c'est de déplacer une pollution, ce qu'on ne veut absolument pas. En faisant nos plaques, on garde la possession de ces plaques-là, on sait où elles sont, on les récupère et après on les recycle à nouveau et on les remet sur une utilité de réemploi qui est chère justement à l'économie circulaire et à l'ESS. Et d'ailleurs, parler de rentabilité, j'ai souvenir qu'en l'espace de 4 ans, vous avez fait 2 levées de fonds et là maintenant vous vous déployez partout en Europe. Mais comment faites-vous pour être aussi... Waouh. Alors on travaille dur déjà et en fait on a de la chance d'avoir eu des associés et des actionnaires qui ont cru en nous depuis le début. La première levée de fonds, c'était avec des particuliers qui ont mis entre 100 et 10 000 euros dans l'aventure. Donc c'était des tout petits... enfin 10 000 euros, non, c'est déjà quand même pas mal. Mais on était vraiment pas nombreux. Et ils ont cru en nous, ils ont cru qu'on pouvait protéger la planète et avoir une démarche sociale. Et aujourd'hui, sur la deuxième levée de fonds, c'est
pareil, des gens qui ont vraiment une vocation sur l'impact, qui nous aident tous les jours, qui nous mettent en contact avec des personnes, qui boostent notre business, qui viennent nous recommander des choses, etc. Donc ça, c'est une grosse partie, ça va être les actionnaires. Et puis, il y a une partie encore plus forte, c'est notre équipe. On a une équipe qui a grandi de 4 personnes en 2019 à une trentaine aujourd'hui. Certains, c'était leur tout premier job, ça l'est encore pour ceux qui sont encore parmi nous. Ils sont motivés, ils savent pourquoi ils se lèvent le matin. Il y a eu des moments durs, il y a eu des moments forts, mais on doit beaucoup à notre équipe qui croit en l'expérience, qui croit en notre projet et qui vont tous les matins, quoi. Et pour vous, y a-t-il une différence entre les actionnaires d'une entreprise classique et les actionnaires de l'économie sociale et solidaire? J'ai l'impression, parce qu'ils ont une volonté de dire qu'ils ont investi leur argent, mais pour une cause ou pour quelque chose qui a du sens. Certains d'entre eux n'ont pas forcément monté des entreprises où il y avait un impact environnemental et social. Grâce à l'investissement qu'ils ont fait chez nous, ils ont cet impact-là et ils ont encore plus envie de faire en sorte qu'on se développe et qu'on grandisse avec eux. Donc je pense que oui, in fine, l'investissement qu'ils ont déjà, parce que c'est des investissements, pour reprendre aussi un peu la question juste avant, c'est des investissements qui sont maintenant prospères. On sait que l'ESS, on sait que l'environnement, on sait que le social a de l'avenir. Donc déjà, il y a une partie qui vient de là. Et la deuxième partie, c'est que en nous boostant, ils savent aussi pourquoi ils nous boostent et que grâce à des solutions comme les nôtres, il y aura moins de déchets par terre, etc. Donc oui, je pense qu'en soi, on les rend fiers, mais ils nous rendent fiers. Tout le monde se rend fier, donc ça a un avantage. Donc il y a une dimension humaine très forte, en fait. Oui. Clairement. Et au niveau des personnes, loi de l'emploi que vous faites travailler, comment ça se passe? Quel est le ressenti? On a plusieurs ressentis. Alors le premier, ça va être via tous nos partenaires de l'insertion et du handicap qui sont sur tout le territoire français et européen. Parce qu'effectivement, on se déploie. La levée de fonds a servi à ce que justement on prenne encore plus un élan sur l'Europe. Donc là, on a ouvert l'Espagne et l'Allemagne. Donc tous nos partenaires déjà sont des structures de l'insertion et du handicap. On a généré depuis quelques années plus de 10 000 heures d'insertion. Donc ils sont super contents. On engage nos clients aussi à faire des contrats avec nous de plus de 3 ans pour justement pérenniser aussi les emplois des personnes qui sont en insertion ou en situation de handicap. Donc c'est une belle aventure commune. On apprend des uns et des autres, on grandit ensemble, donc ça c'est une très bonne chose. Et en interne, on est une entreprise à mission. On est en train aussi de faire en sorte d'accueillir des personnes, de les former chez nous pour justement leur apporter ce petit plus pour peut-être repartir dans le monde de l'emploi. Et là, j'ai envie de te demander, toi, Sandrine, personnellement, tu m'as l'air d'être une femme très engagée. Comment s'exprime cet engagement? Par toutes sortes, j'ai aussi un gros engagement sur l'entrepreneuriat féminin depuis toujours. Je me suis rendu compte que les femmes, quand elles sont entre elles, il y a quand même quelque chose, alors pas tout le temps bien sûr, il y a des exceptions, mais quand même, il y a quelque chose qui s'auto-booste. C'est-à-dire que de dire, voilà, moi je suis une femme, je suis passée par là, tiens, il y a un événement, viens, on y va toutes les deux. Tu sais, il y a des choses qu'il va falloir peut-être ravaler, mais c'est pas grave, on s'en moque, nous on veut arriver à notre fin et on va prouver que... Il y a un univers qui fait qu'entre femmes, je trouve que c'est très puissant et ça vaut le coup encore plus d'avoir cette sororité ou ce développement. Donc je suis très proche de l'entrepreneuriat féminin. Je suis notamment marraine et j'en suis très très fière parce que je trouve que c'est un super programme, de l'équipe féminine des Girondins de Bordeaux. Parce que y a ces jeunes femmes qui sont absolument extraordinaires. Enfin, je souhaite à tout le monde de rencontrer des jeunes sportives ou des jeunes sportifs, bien sûr. Ils sont tout jeunes, ils ont des expériences professionnelles et des entraînements et une pression incroyable. Mais ils sont aussi très sereins. C'est juste que après, passer dans le monde du travail, ça peut être un peu plus compliqué pour eux. Donc on est là aussi pour les porter, pour aider ces jeunes femmes à se dire bon allez, on passe avec vous de l'autre côté, on va vous apporter notre réseau, notre expérience, on va tout faire pour que ça se passe bien. Bah oui, génial. Merci beaucoup Sandrine pour ce partage qui était extrêmement inspirant. Merci Virginie.